Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'Actu Plus. Aujourd'hui, je suis à nouveau seule. Non, je suis de retour. Et là, les gens ne comprennent pas pourquoi je suis caché dans le fond de même. J'ai eu la COVID, donc on est en distanciation pour les prochains jours. Qu'on est chacun notre bout du studio. Ouais, un bon 2 mètres Euh, minimum, là. je dirais plus 7-8, là, mais en tout cas, bref. On est passé des choses cette semaine, c'est pas parce que j'étais pas là qu'il s'est rien passé. On va revenir, entre autres, retour sur plusieurs activités en présentiel. Ça a commencé la semaine passée, en fin de semaine, en fait, vendredi, rendez-vous par Québécois, qui finalement a eu lieu à l'Arena. Il a pas fait beau vendredi passé, fait que le Mixbus, l'espèce de gros autobus avec un stage sur le top, a été rentré sur la glace d'Arena, qui avait plus de glace, et le spectacle s'est tenu à l'intérieur. Beaucoup de talent chez nos jeunes ici en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi au niveau de la Bay James, parce qu'ils étaient tous rassemblés à cet endroit-là. Donc, beaucoup de beaux talents au niveau de ces jeunes-là qu'on a pu découvrir au rendez-vous par Québécois. Il y a eu plein d'autres affaires, Lydia. Oui, à Sainte-Terre, dimanche, il y a eu une quarantaine de participants qui se sont rassemblés à vélo pour la randonnée familiale optimiste. C'est une activité qui revient depuis quelques années, mais qui a dû être arrêtée, faite plus à la maison à cause de la COVID. Et il y a aussi eu le défi 101 Sud. C'est une course à relais qui permet de ramasser des sous pour les enfants qui vont, par exemple, à Montréal pour des traitements. Donc, les gens parcourent 106 km à relais, donc 10 km chaque personne, sur une grande distance, là, du Témiscamingue jusqu'à Rouyn-Noranda. Et ça, d'ailleurs, le défi 101 Sud, c'est né suite au défi 117 qui a arrêté finalement. Là, les fondateurs de ce défi-là ont dit, OK, là, on en a fait pendant plusieurs années, mais c'est assez essoufflant comme organisation aussi. Mais ça a continué, donc, après la fin du défi 117. Le défi 101 s'est poursuivi. Il y a plusieurs événements qui s'en viennent, puis on pourra en revenir aussi en fin d'émission, mais entre autres, le Power du côté de Picogan en fin de semaine. On vous invite à aller voir ça, à aller partager la culture avec la nation Abitibi-Winnie de Picogan. Donc, ça va être super intéressant de ce côté-là. Ça se passe toute la fin de semaine. Il y a aussi, bon, un petit peu plus tard, 17 juin, parce que là, il faut le dire, on va prendre une petite pause de l'Actu Plus la semaine prochaine. Donc, Formule 5 à 7, il y a la super fête. Oui, on en avait parlé un petit peu dans une entrevue je pense, la semaine passée ou la semaine d'avant. En fait, c'est vraiment dédié aux figures paternelles. C'est pas obligé d'être un papa, ça peut être un grand-parent, ça peut être deux mamans aussi, qui peuvent aller avec leurs enfants pour un barbecue, pour différentes activités. Et d'ailleurs, les bas sont obligatoires dans les jeux gonflables, ça a été bien mentionné. Ouais, ben ça, c'est pas mal un standard dans pas mal tous les événements cet été. Si vous avez des enfants qui veulent aller dans les jeux gonflables, amenez vos bas, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il va y avoir aussi le 18 juin, oui, un grandeur nature à Barrault. Christian nous en a parlé l'autre jour, si je ne me trompe pas. Ou c'était peut-être pas dans l'émission, là, mais il nous en a parlé. Je pense pas qu'il en ait parlé dans l'émission, mais en tout cas, je vais y participer avec mon conjoint. C'est un événement qui rassemble 3 factions. En fait, on va avoir les gens qui restent au camp de base. Dans le fond, ça va être les guérisseurs, ce genre de personnages-là. Il va aussi y avoir les espions et les combattants. Donc, en fait, le but, c'est de se déguiser et de se mettre dans la peau d'un personnage pendant le temps d'une journée pour vraiment souligner le solstice d'été. Ça va être très intéressant, je pense. C'est mon premier grandeur nature. Parfait. Toujours dans le coin de Barrault, ben là, il y a eu des activités qui ont eu lieu aussi, qui se sont passées. Entre autres, il y a un 10 000 qui a été amassé pour la construction d'un skatepark. Donc, félicitations aux gens de Barrault pour la mobilisation. Ça va vous permettre d'avoir ce beau skatepark-là. Sinon, ben, il s'en vient aussi plein d'affaires du côté de Lassar, la troupe à cœur ouvert qui fête ses 40 ans. Oui, donc la troupe à cœur ouvert qui va faire une revue des comédies musicales qu'ils ont fait depuis les 40 dernières années. Ben, ils en ont sélectionné quelques-unes quand même, là, mais ça va être très intéressant, je pense. J'ai eu une entrevue avec Daniel Morin à ce sujet-là. C'est comme un tongue twister, ça, le nom Daniel Morin. Faut se pratiquer. On écoute l'entrevue d'ailleurs. Daniel, bonjour. Bonjour. On est là aujourd'hui pour parler de la pièce de théâtre, la pièce musicale, en fait, la revue musicale de votre troupe de théâtre. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus?
Ben oui, écoute, bien sûr, cette revue musicale que tu nous parles, c'est une rétrospective des 40 ans de la troupe. Notre organisation fête sa fondation encore cette année, d'une certaine façon. Et on a décidé de faire un spectacle musical qui donnait l'opportunité aux gens de la région, puis même aux gens, aux touristes de passage, de découvrir ce que la troupe a fait dans ces 40 ans. Donc, on part avec, bien sûr, la première comédie musicale que la troupe a produite en 1998 avec Demain matin, Montréal matin, Grease, Rock and None. On a bien sûr aussi les dernières productions comme Hairspray, Annie, Je reviens chez nous. On va même faire un clin d'œil aussi au Paradis du Nord. Donc, c'est un feu roulant pendant 2 heures, une première partie et une deuxième partie. Et les gens vont s'amuser avec, bien sûr, il va y avoir en arrière-plan du multimédia, donc des documents d'archives que la troupe va présenter. C'est M. Jean Caron qui est en arrière du multimédia, qui a fait la création. Donc, on présente tous ces beaux documents d'archives-là avec des photos également qui vont souligner les 40 ans de l'organisation. Si je comprends bien, c'est des extraits des différentes comédies musicales. Exactement ça. Donc, on a choisi, des fois, on a été chercher une chanson ou deux chansons qui représentent bien la comédie musicale. Et des fois, on a fait ce qu'on appelle des medley. Donc, on a été chercher quelques chansons pour vraiment camper la production comme telle. Je ne suis pas sûre de comprendre c'est quoi le concept. Est-ce que c'est de prendre des bouts de chansons puis d'en faire une seule? Ben, c'est que à chaque moment, donc, comme je te disais, on a Demain matin, Montréal matin. À l'intérieur de cette production-là, il y a eu comme beaucoup de chansons qui ont été interprétées. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été en chercher une ou deux, et puis on va la faire en scène. Tu comprends? Donc, et en même temps qu'on va jouer la scène, en arrière-plan, il y a un multimédia qui va être présenté avec des documents d'archives de l'époque, donc du moment où on l'a créé en 1998. Et les gens vont pouvoir regarder ça en même temps qu'il y a quelque chose sur scène. Est-ce que je suis claire? Oui, là, je comprends mieux. OK. D'où est venue l'idée de se concentrer sur la comédie musicale? Écoute, la troupe, si je te fais un résumé, la troupe a été créée en 1981. C'est Gabriel Desjardins qui a fondé l'organisation. Et à ce moment-là, la troupe a été créée avec des exercices d'improvisation. Ça a été aussi une ligue d'improvisation dans la première année. Et l'organisation a pris une tangente ensuite de ça pour créer leur dans le fond, leur première production. Et toutes ces pièces-là, à l'époque, étaient jouées au printemps. Donc, une fois par année, la troupe produisait des spectacles au printemps. Suite à tout ça, vers les années 90, ben, la seule ville qui n'avait pas nécessairement de théâtre d'été en région, donc toutes les villes avaient un théâtre d'été, sauf la Sarre. Donc, il y a cinq personnes qui ont décidé de prendre la pôle et de créer le premier théâtre d'été à la Sarre. Donc ça a commencé dans les années 90. Fin des années 90, première comédie musicale a été créée avec Demain matin, Montréal matin. Donc, on va chercher une directrice musicale qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc, Madame Jocelyne Beaulieu. On a été chercher des chorégraphes, on a été chercher vraiment toute une équipe pour former la première production. Et on a vu à partir de ce moment-là que la troupe avait pris cette tangente-là, mais il y avait comme une effervescence, il y avait comme
comment je pourrais bien dire, une volonté de la population de venir voir ce spectacle-là. Et tout de suite, dans les années, vers la fin, comme je te parle des années 90 avec Demain matin, Montréal matin, tout de suite, on a vu le bassin de gens de la région, Val-d'Or, Témiscamingue, Amos, Rouyn, La Sarre, et bon, je nomme-les. Ces gens-là venaient voir le spectacle à la Sarre. On a dit, mon Dieu, c'est parce qu'on est intéressant à regarder, tu comprends? Alors, on a toujours continué un peu à garder en mémoire cette façon de faire là, ce spectacle-là, les comédies musicales. On a produit de grands, je pense entre autres en 2004 avec le Roi Lion. C'est une production qui était magnifique. On jouait avec des marionnettes, on jouait avec des costumes qui étaient comme très éclatés. Oui, on a toujours gardé cette lignée-là. C'est comme notre carte de commerce, notre carte de visite. Et puis, ben voilà, depuis ces années-là, on continue. Donc, vous avez fait le Roi Lion, ça veut dire que vous avez aussi fait des productions jeunesse? Ben, c'était plus un spectacle à ce moment-là qui était présenté pour les jeunes, mais le Roi Lion est un spectacle familial. Comment je pourrais t'expliquer? C'est que oui, la musique et tout ça, mais le visuel et puisqu'on jouait avec des marionnettes, ça venait beaucoup, ça venait chercher le jeune public. Donc, c'est à ce moment-là qu'on met des productions comme La Mélodie du Bonheur, où il y avait également des enfants qui étaient à l'intérieur des comédiens qui faisaient partie de l'équipe de production. Ça aussi, ça l'anime les enfants de venir voir les spectacles et de les intéresser à faire de la scène. Puis la revue des différentes comédies musicales, est-ce que ça peut s'adresser à des enfants ou c'est plus pour un public adulte? Écoute, non, moi, je pense que c'est un spectacle qui est très visuel, hein. Donc, emmenez vos enfants, faites-les participer dans ce spectacle-là. Je pense que ça va intéresser autant les jeunes que les plus vieux. C'est vraiment ça aussi, je crois que c'est un spectacle familial, parce qu'il va y avoir des éléments très visuels, ça va accrocher les enfants d'une certaine façon. Alors, je pense que oui, c'est un spectacle qui est destiné également aux plus petits. Donc, les gens sont invités à aller voir la pièce. C'est en juillet. Pouvez-vous nous rappeler un peu les dates pour ceux qui seraient intéressés? Bien sûr. Donc, la comédie musicale, la revue va être présentée tout le mois de juillet, du 7 au 30 juillet, tous les jeudis, vendredis à 19h30 et les samedis en après-midi à 16h. Donc, tous les gens qui écoutent en ce moment peuvent déjà réserver leur billet parce qu'on a fait le lancement lundi dernier. Alors, sur ticketaccès.net, vous pouvez déjà acheter les billets, la troupe à cœur ouvert. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. Sinon, Lydia, on le sait, bon, il y a de plus en plus de pénurie de main-d'œuvre un peu partout et il y a le CFP Aricana qui a des incitatifs financiers pour 2 programmes. Ces programmes-là, ben, entre autres, il y a le programme qui permet de devenir préposé aux bénéficiaires. Il y a un 7 500 $ de bourse de ce côté-là. Et sinon, il y a la formation qui mène au DEP en mécanique industrielle, qui a une alternance entre études et travail où les étudiants sont payés pendant qu'ils étudient, mais pendant qu'ils travaillent aussi chez des partenaires. Donc, les détails, ça se retrouve au mediaté.ca. Le lien aussi pour aller s'inscrire à ces programmes-là, il est sur notre site web. Donc, si jamais ça vous intéresse de ce côté-là. Et sinon, ben, je parle de pénurie de main-d'œuvre, Lydia. Ça touche tout le monde. Hein? Et la MRC-VO l'a vécu dans les dernières semaines. Il y a des gens dans la MRC de la Vallée-de-l'Or qui ont vu que leur poubelle n'était pas ramassée à la journée où le camion devait passer. Et je parlais à mon père, qui reste à Val-d'Or d'ailleurs, qui me disait les gens du ramassage des matières résiduelles et autres sont passés le samedi. Ça donne une idée à quel point le problème de main-d'œuvre est rendu loin. Donc, il y a des équipes qui volontairement rentrent la fin de semaine pour aller
donner un coup de pouce. La MRC-VO fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de faire des aménagements dans les horaires, relocaliser certains chauffeurs de camions qui, normalement, conduisent des gros camions qui ramassent les bennes là, au niveau frontal. Bien, ils les envoient sur des routes de collecte dans le résidentiel. Et on priorise aussi bon, ce qui est déchets et matières compostables. Parce qu'on s'entend que du recyclage, normalement, ça ne sent pas dans un bac. Par contre, à 30 degrés, du compost puis des matières résiduelles, déchets, ça peut sentir. Donc, du côté de la MRC-VO, ce sont les petits trucs qui sont faits là, en ce moment. Ils cherchent beaucoup de monde. Donc, la MRC-VO qui invite, si jamais il y a des gens qui, entre autres, veulent devenir chauffeurs pour les camions de collecte ou encore faire partie des équipes, c'est sur le site web de la MRC de la Vallée de l'Or. Pour une nouvelle un peu plus positive, François, on a eu le lancement d'un service d'orientation en ligne. Ça s'appelle la Boussole du renard futé. Puis dans le fond, c'est un site où les gens vont pouvoir remplir un espèce de sondage où ils vont dire leur âge, leur localisation, leurs besoins aussi. Ça peut être au niveau professionnel, personnel, scolaire. Il y a vraiment de tout. Et c'est pas seulement en Abitibi-Témiscamingue, il y a aussi le nord du Québec qui est rentré dans ce service-là. Donc, les gens peuvent aller sur le site pour mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, si vous voulez réécouter la conférence de presse, c'est disponible sur nos plateformes. Je l'ai vu passer dans les dernières heures. Et nouvelle un peu moins positive, et la salle de l'âge d'or à Amos, qui est quand même très utilisée, là, surtout, il y avait des mariages de prévus de ce côté-là. Il y a un local de cirque aussi dans ce bâtiment-là. Un bâtiment qui est une ancienne piscine, je ne sais pas si vous saviez ça à la maison, qui est en très piteux état. Les poutres qui sont dégradées, bon, il y a de la pourriture à l'intérieur des poutres, il y a des trous à l'intérieur des poutres de soutien du bâtiment. Ce sont des grandes poutres là, qui font des espèces d'arches dans ce bâtiment-là. Donc, ça a été fermé d'urgence cette semaine. On ne sait pas quand ça va pouvoir ouvrir, et ni même si ça va pouvoir ouvrir selon l'état de dégradation de ce bâtiment-là. Donc, il y a plein de questions qui se posent de ce côté-là. Évidemment, c'est une salle de moins pour la location. Il y a des événements dans ces salles-là. J'ai participé, entre autres, il y a quelques semaines au niveau du souper aux morts du Club Lyon. Donc, ça rassemblait 200-300 personnes, ces soupers-là, dans cette salle-là. Ça fait une salle de moins pour Amos. C'est triste pour le moment. Et on ne sait pas ce qui adviendra de cet emplacement-là, là, selon les travaux qui sont à réaliser. Là. Il y a encore des analyses qui sont en cours de ce côté-là. Sur une note plus positive, on a eu le lancement de la saison touristique Amos Arikana 2022 hier, jeudi le 9 mai, si je ne me trompe pas. Exactement. Il y a beaucoup d'attraits qui ont été présentés. Notre équipe était sur place, je pense, et là, j'entendrai peut-être une petite voix me répondre, mais que c'est disponible sur nos plateformes. Mais entre autres, il y a plusieurs nouveautés. Bon, la petite voix nous a parlé. Il y a plusieurs nouveautés qui ont été présentées de ce côté-là parce que il y en a des trucs qui se passent dans la Amos Arikana et la MRC. Entre autres, nouvel atelier chez Scaro, la joaillière, sentier pédestre à Launay, environnement immersif au niveau du refuge Pajot, expérience immersive aussi au Tipi à Picogan, ça fait partie d'Anicipi. 100e anniversaire de Saint-Marc-de-Figuerie, la loge d'H2O, le festival, les aménagements qui ont été faits au Jardin Saint-Maurice, le circuit historique théâtral. Amos vous raconte son histoire, qui est de retour cette année. Je voyais les comédiens qui pratiquaient au centre-ville d'ailleurs dans les derniers jours. Nouveaux équipements aussi à location des Trois-Lacs, des aménagements à la plage municipale de Pressac, des mascottes dinosaures au labyrinthe des insectes, un espace gustatif à la mielerie La Grande Ourse. Ça, c'est venu chercher là, mon intérieur. Je vais aller voir ça, je pense. Et on en a profité pour parler aussi de ce qui s'en venait avec Anicibi, puis de présenter l'équipe qui est au tourisme, entre autres, Mme André Gravel, qui est chef de division, Mme Marie-Hélène Maguire-Lavoie, qui est agente de développement touristique. Si jamais ça vous tente de nous visiter cet été ou que de visiter votre propre MRC, c'est amos-arikana.ca/visiter. On parlait de manque de main-d'œuvre tout à l'heure. J'ai fait une entrevue avec François
Le MIR? Le MIR, oui. Le MIR, oui, j'étais plus certaine tout d'un coup. En fait, il fait partie du comité de suivi de l'urgence des soins intensifs et du bloc opératoire à Amos. En fait, on voudrait installer un bloc opératoire en plus des 2 autres services qui vont être offerts. On voit une certaine ouverture du côté du gouvernement, mais l'objectif derrière, c'est d'attirer des nouveaux médecins, d'avoir une relève. Donc, on va écouter notre entrevue. François, on est ici aujourd'hui pour parler du comité de suivi de l'urgence des soins intensifs et du bloc opératoire. Oui, c'est bien ça, Lydia, oui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce comité-là? Le comité a été formé il y a 3-4 mois par plusieurs citoyens qui étaient inquiets du développement des travaux à l'hôpital. Alors, on est 8 membres. Et dans ces 8 membres-là, il y a nécessairement aussi 2 chirurgiens qui nous permettent d'avoir d'informations particulières. L'objectif était de s'assurer que ce qui avait été promis par les politiciens en 2019, qui était la construction de l'urgence des soins intensifs, on voulait s'assurer que c'était toujours au programme et que ça se faisait. Et dans les premières rencontres, on s'est fait confirmer par le CISAP qu'effectivement, que ce projet-là allait de l'avant, sauf que pour nous, il n'allait peut-être pas assez vite. Il n'allait pas assez vite parce que c'est une première étape à une étape qui est encore aussi importante, qui est la construction d'un bloc opératoire. Et pourquoi c'est important? C'est parce que les jeunes médecins, les jeunes diplômés, lorsqu'ils sont recrutés par différentes organisations ou différentes régions, ils vont en visite et ils vont examiner leur lieu de travail. Ils vont examiner aussi l'aspect social, économique, le milieu de travail, la culture de l'entreprise, les communications qu'il y a entre les médecins, mais les lieux physiques, c'est important. Actuellement, le bloc opératoire ici à Amos, il est très vieux. Il date du début de la construction d'hôpital, il y a plus de 50 ans. Et il y a eu quelques réaménagements qui ne sont pas majeurs, mais qui ont été satisfaisants pour pouvoir rendre les services à la population de la région. Et nous, la culture de l'entreprise, parce que l'hôpital, c'est une entreprise, alors la culture de l'hôpital au niveau médical fait en sorte que les médecins ont une très bonne chimie entre eux. Ils sont là pour se supporter les uns les autres. Alors on se dit, des jeunes médecins qui arrivent ici, il faut que le milieu de vie soit attrayant. Actuellement, ce n'est pas attrayant. Alors donc, au niveau du recrutement, on n'est pas compétitif. Les autres centres hospitaliers qui ont des milieux de vie agréables ont un avantage sur nous. Par contre, nous, on a un avantage fort important, c'est la culture du monde médical de l'hôpital. Cette culture-là peut se transmettre vers les jeunes, à la condition que les jeunes y soient. Donc, dans un premier temps, si on prend un bloc opératoire qui est au goût du jour, qui est attirant pour les jeunes, qui va leur permettre de communiquer et d'avoir du support des anciens médecins, et d'où l'importance de la construction du bloc opératoire, mais non pas dans 10 ans. Il faut faire ça maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que les chirurgiens en place sont vieillissants. Comme tout le monde, ils aspirent à la retraite éventuellement. Mais ces gens-là, c'est des missionnaires. Les gens qu'on a ici à Amos, là, on peut les qualifier de fleurons chirurgicales. Ce qui se fait à Amos, c'est unique. Ça ne se fait pas ailleurs dans aucune autre région. Alors, ce qui est fait ici, si ça pouvait être transmis à une nouvelle génération de chirurgiens, bien, nécessairement nos spécialités de thoracique et vasculaire, qui ne se font pas ailleurs autres qu'à Amos, bien, ça va perdurer et ça va permettre à la région de Abitibi-Témiscamingue, à la population, d'avoir des services auxquels on a déjà eu depuis 30 ans, que ça existe, ça, depuis 30 ans, et que ça se continue pour le futur. Et des projets de construction, quand on parle des ministères de la Santé, c'est excessivement long parce que c'est des constructions qui sont complexes. Alors, si les projets ne sont pas dans les calendriers de construction maintenant, bien, j'ai bien peur que nos médecins auront pris leur retraite et on n'aura pas encore recruté. C'est là qu'il y a le danger principal. Il y a une chose que je ne suis pas certaine de comprendre, par contre. Tu dis qu'on est un fleuron, qu'on a une belle culture au niveau médical.
Pourquoi un bloc opératoire attirerait davantage? Est-ce que c'est le fait d'avoir des technologies plus faciles à utiliser? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler en bloc opératoire? Bien, c'est que tu sais, ici, tu as un beau milieu de vie. Alors, le médecin qui veut travailler, il va avoir un beau milieu de vie. OK, pour les personnes, oui, mais pour l'ambiance aussi, et pour ce qui est de la décoration, du décor. Alors, un bloc opératoire, c'est semblable. Actuellement, les blocs sont trop petits. Les civières se frottent les unes sur les autres. Tout est trop petit. Tout a été fait au temps passé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, ça nous prend quelque chose qui est plus moderne, qui est visuellement plus intéressant. Vous savez qu'à l'hôpital, il y a eu des salles d'opération qui dégoûtaient au plafond. Il y avait de l'eau qui coulait au plafond, puis ça a pris, je pense, 5 ans avant que le problème soit résolu. Alors, c'est des anciennes constructions. Il faut nécessairement que ce soit ramené au goût du jour pour rendre le milieu de vie attrayant. Puis le vieux bloc opératoire, est-ce qu'il restera en fonction ou l'objectif, ce serait d'en faire autre chose? On parle d'une construction d'un nouveau bloc opératoire. Ce qu'on entend et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir au moins 6 salles d'opération. Actuellement, il y en a 4. Et comme ça serait une nouvelle construction, bien, le site de l'ancien bloc opératoire sera utilisé possiblement pour repositionner la clinique externe pour les médecins, possiblement. Mais là, je n'ose pas m'avancer parce que je ne suis pas au courant de ce qu'ils veulent faire avec. C'est ça. OK. Par contre, pour l'urgence et les soins intensifs, ça semble bien avancé. Oui, l'urgence et les soins intensifs, qui est un projet annoncé en 2019, comme on le disait, bien, a été modifié dans les 6 derniers mois. Alors, ce projet-là coûtait moins de 50 millions et il était prévu de débuter la construction probablement l'année prochaine. Étant donné que là, le ministère ne veut pas gaspiller d'argent non plus, ils ont accepté que dans les plans, on ajoute la prévision du bloc opératoire qui va être situé au-dessus de l'urgence. Ce qui veut dire, ça, c'est que de prévoir des ascenseurs qui vont arriver aux endroits spécifiques dans le bloc, c'est de prévoir aussi les entrées électriques, les systèmes d'eau, de climatisation. Alors, tout ce genre d'infrastructure-là doit être prévu pour ne pas être obligé de démolir lorsqu'ils vont ajouter le bloc opératoire. Il faut le prévoir maintenant. Alors, ce qui fait que cette augmentation de détails, si on veut, qui sont excessivement importants, fait passer le projet de 50 millions à plus de 50 millions. À plus de 50 millions, ça devient un projet majeur. Et les règles pour gérer un projet majeur sont différentes. Les délais sont plus longs, c'est plus détaillé. Et là, c'est ce qui retarde un petit peu la phase 1, qui est urgence, soins intensifs. Alors, on espère qu'avant les élections de cette année, dans quelques mois, on espère avoir la confirmation du Conseil du Trésor d'aller de l'avant pour la construction, mais pour l'élaboration des plans qui vont servir à la construction qui devrait débuter en 24-25. Supposons qu'on change de gouvernement. Est-ce que cette promesse-là devrait quand même être tenue par le prochain gouvernement? Si, à ma connaissance, si les engagements sont pris avant les élections par le Conseil des ministres, alors la décision étant prise, ça devient plus un élément de gestion et non plus un élément politique. Alors, à mon sens, ça se continuerait malgré tout pour ce qui est de l'urgence soins intensifs. Par contre, pour le bloc opératoire, qui lui ne fait pas l'objet d'une promesse encore, et promesse ou engagement du ministère en place, bien là, on ne sait pas. OK. Mais on sent quand même une certaine ouverture puisqu'ils ont accepté d'adapter le projet pour pouvoir mettre le bloc opératoire éventuellement. Exactement. D'ailleurs, le CISAT avait, dans ses plans, fait une demande pour que le bloc opératoire soit ajouté. Et compte tenu du budget, au moment où ça a été fait, le ministère avait dit non, pas maintenant. Le ministère est au courant qu'il y a une désuétude du bloc opératoire, une désuétude évidente là, qui s'en vient là. Alors, il serait malvenu pour eux de rejeter ce projet-là. Je m'attends à ce que ça se fasse en continuité. François, c'est un dossier qui est quand même important pour Amos, mais pour toute la région aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Définitivement très important pour la région. Et ce qu'il faut savoir, c'est que
À Amos, il se fait des opérations ici qui ne se fait pas nulle part ailleurs dans la région. Il y a à peu près 1000 chirurgies thoraciques et vasculaires environ là, qui se fait ici à Amos. Et les gens qui se font opérer, ce sont des gens de toute la région. Ces chirurgies-là, s'ils ne se faisaient pas à Amos, ils ne peuvent pas se faire nulle part dans la région. Ça se fait seulement qu'ici. Le danger de ça, c'est que si on ne réussit pas à faire du recrutement avec la bonne catégorie de chirurgiens pour continuer ce qu'on fait présentement, c'est que ces 1000 chirurgies-là, dont il y en a plus de la moitié qui se font presque en urgence, ça veut dire ça que le service à la population ne se donnerait plus. Il faudrait donc aller les chercher dans le sud, dans l'Outaouais ou à Montréal ou à Québec, aller chercher ces spécialités-là. Donc, ça implique d'abord des visites pour les 1000 personnes, les 1000 chirurgies et le suivi sur ces 1000 chirurgies-là. Ça implique les déplacements de famille. Et comme je le disais, comme il y a beaucoup de chirurgies qui sont faites en urgence, donc on parle de personnes qui pourraient en décéder. Et là, c'est excessivement important. C'est un dossier de région. La spécialité, elle est à Amos. Elle fait partie de ce qu'on appelle, nous, le centre de traumatologie de niveau 2 à Amos. C'est le seul centre de traumatologie secondaire qui est dans la région. Il est ici à Amos. C'est spécifique. Mais c'est pour les services de la région. Alors, il faut absolument que l'ensemble de la population de l'Abitibi-Témiscamingue attache de l'importance à ce dossier-là et vienne supporter notre comité de suivi sur la construction. Il faut absolument que nos gouvernements nous s'engagent d'une façon très ferme à la construction des blocs opératoires, qui est la suite de la construction de l'urgence et soins intensifs. Ouais. Merci beaucoup, François. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un bloc opératoire, mais il y a des travaux qui doivent être réalisés. Depuis plusieurs années, on entend parler de ce dossier-là du côté d'Amos. Et ça retarde. Donc, c'est ça. Hein, on leur souhaite bonne chance dans les démarches. Sinon, il y a eu perquisition du côté de Val-d'Or et de la Vallée-de-l'Or en général. Et là, je vais éviter, si les gens voient ma feuille, là, il y a une longue liste de choses qui ont été saisies. Il y a des gens qui ont été arrêtés, 2 hommes, 2 femmes entre 29 et 48 ans. Ça s'est passé, entre autres, sur le chemin Sleepy, sur la route 117, dans le coin de Louis-Court, les rues Centrale et Iberville du côté de Val-d'Or. Les détails sont sur le médiaté.ca. Pour une autre nouvelle positive, on a le CLD d'Amos qui a tenu une rencontre dernièrement. J'ai fait une entrevue avec Robert Julien à ce sujet-là. Robert, tu es ici aujourd'hui en tant que président du CLD Abitibi, donc le Centre local de développement Abitibi. Oui. Bonjour, Lydia. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment s'est passé le bilan de l'année dernière? Oui, on a eu notre AGA cette semaine. On a fait un récapitulatif de l'année. C'était au niveau des prêts aux entreprises. Nous, on a plusieurs missions au niveau du CLD, qui est l'aide au démarrage, puis aide à la croissance au niveau des entreprises, puis un autre volet qui est le développement entrepreneurial au niveau jeunesse. C'est sûr qu'au niveau du Fonds local d'investissement, cette année, on a fait 2 projets qui ont amené des investissements de 1,4 million. Mais c'était une petite année, parce qu'au niveau de l'investissement, pour nous, c'était 2 projets de 35 000 $. Mais où est-ce qu'on a fait notre grosse année? C'est au niveau de l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, qui était une délégation du gouvernement. Alors, on cumule 2020-2021. C'est près d'1 14 000 $ qui étaient remis pour soutenir les entreprises. C'est souvent des entreprises, des commerces au détail ou en tourisme qu'on a soutenus pendant la période de la pandémie. Alors, puis de l'autre côté, on a aussi le programme qui est soutien aux travailleurs autonomes, où on a fait 11 projets. En temps normal, on en fait 7 à 8 par année, puis là, on a eu 11 projets. Fait que la pandémie a remis en question certaines personnes qui avaient peut-être un profil entrepreneur qui sommeillait en eux, fait qu'ils ont voulu partir le projet. Fait que le soutien aux travailleurs autonomes permet d'avoir une année l'équivalent à peu près de l'assurance chômage, mais permet de se concentrer sur son projet d'entreprise. Puis ce projet-là, il a été offert à 11 personnes.
Oui, c'est 11 entrepreneurs qui ont voulu se partir OK. en affaires. Alors, il y a tout le soutien qu'on fait, toute la démarche au niveau d'établir le projet d'affaires, l'aide aux états financiers, au budget, tout au niveau du plan d'affaires. C'est plus comme à l'époque où on faisait des gros plans d'affaires avec des recherches de marché en tant que tel, mais c'est juste au niveau de structurer la démarche de démarrage. Pourquoi maintenant c'est plus simple un peu? Pourquoi avoir retiré un peu cette grosse recherche-là? Oui, ben parce qu'à l'époque, on faisait des gros plans d'affaires. Ouais. Maintenant, le promoteur il en fait une partie. Nous autres, on fait de l'accompagnement. On fournit certaines études générales, ce qu'on appelle des données primaires. Mais si on soutient dans sa démarche. Puis après ça, un coup que l'entreprise est partie, après ça, s'ils veulent agrandir ou on a des projets de croissance, mais là, on a le fonds local d'investissement qui intervient, où ce qu'on peut faire des prêts d'au-delà de à peu près 550 000 par projet. Mais souvent, on est en partenariat avec d'autres acteurs de développement économique, soit les banques ou la SADC, qui offrent aussi une portion de prêt. Fait comme ça, on peut lever des montants. Là, aujourd'hui, là, on avait une entreprise là, où ce que nous, notre partie, on mettait un montant, mais le prêt global là, était proche d'un demi-million de dollars. OK. Donc, c'est beaucoup d'argent qui est mis en jeu. Oui, avec le Fonds local d'investissement. Puis on a le Fonds local de solidarité, qui est en partie une enveloppe qui vient du Fonds solidarité. Puis avec les deux enveloppes, là, on peut aller jusqu'à 300 000 $. Fait que nous, au niveau du CLD, la façon que ça fonctionne, quand l'entrepreneur appelle au CLD, il est pris en charge par les gens de la permanence. Après ça, le dossier est soumis au comité d'investissement qui fait l'analyse, puis après ça, bien, qui est soumis au conseil d'administration pour approbation. Puis l'analyse, elle porte sur quoi exactement? Bien, l'analyse, c'est sur l'analyse du projet global. Fait que c'est sûr qu'on regarde s'il y a une certaine rentabilité au projet, si les gens vont avoir la capacité de payer ou de payer le prêt en tant que tel avec nous, mais aussi qu'il y ait du succès dans son processus d'affaires. Fait que c'est tout l'ensemble de l'entreprise qui est analysé, puis aussi, bien, les projections futures. On regarde, là, est-ce que c'est pérenne dans le temps? Est-ce que le projet se tient globalement? Fait que c'est toute cette analyse-là qui est faite. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait 161 promoteurs qui ont sollicité le CLD, Oui. dont 61 femmes. C'était 55 en 2020, donc on voit une augmentation de la participation des femmes dans le milieu entrepreneurial. Oui, on a de plus en plus de femmes qui osent se lancer en affaires, puis c'est une bonne nouvelle. On le voit aussi au niveau du soutien aux travailleurs autonomes. Ils commencent souvent des solopreneurs, des entrepreneurs. Souvent, on le voit là, surtout dans les domaines de services ou dans le domaine des soins. Mais il y en a de plus en plus de femmes là, qui commencent à avoir des beaux projets. On a le volet relève qui fait partie du FLI aussi. Pour tout entrepreneur de 40 ans et moins, on fait un prêt. Ça peut aller jusqu'à 35 000 avec un taux d'intérêt qui est hautement avantageux pour se partir en affaires ou pour obtenir 25 % des parts dans une entreprise. Parce que c'est peut-être pas nécessairement des projets qui partent de zéro, mais on fait beaucoup d'acquisitions là, présentement là, au niveau de nos prêts. Là. Fait que le prêt relève, là, c'est un beau produit là, pour les jeunes qui voudraient se partir en affaires ou même acquérir une nouvelle entreprise. Puis les projets tournent autour de quoi? Est-ce que c'est dans le tourisme? Tu as parlé aussi un petit peu de projets plus de services. Bien, on voit un peu de tout, autant du service que du commerce de détail que de la transformation. Là. On a soit au niveau de la construction, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent autour du domaine forestier aussi, ou des sous-contracteurs au niveau minier aussi qui viennent nous voir. Là. C'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre peut refroidir certains, mais d'un autre côté, il y en a plusieurs qui décident de faire le saut puis de se lancer. Cette année, on a accompagné 161 promoteurs, comme tu as mentionné, comparativement, je pense que c'était 147 l'année précédente. Fait on voit là, la reprise post-pandémie qui fait que les gens là, soit se lancent en affaires ou décident d'avoir confiance au marché puis de réinvestir dans leur entreprise.
Fait que pour nous, c'est une bonne nouvelle. Nous, on est là aussi pour soutenir le développement économique sur tout notre territoire. Il y a plusieurs... Ça, c'est la portion des fonds d'investissement, mais aussi, on est sur plusieurs tables de concertation régionale. Il y en a une qui est la protection du territoire au niveau du PDZA, qui est tout l'accompagnement au niveau de l'agriculture, des agriculteurs, puis on fait une veille sur le monde agricole. On a fait, pas dans la dernière année, mais l'autre année d'avant, un inventaire de toutes les terres pour savoir toutes les opportunités de développement agricole qui pourraient se faire. On est sur la table au niveau du hub territorial en innovation. Donc là, on a ciblé 3 volets sur lesquels on a décidé de travailler. Il y a un volet, c'est tout le développement, l'industrie du bois. L'autre volet, c'était au niveau du centre entrepreneurial. Et l'autre volet, c'est au niveau de la revitalisation du centre-ville. Fait qu'on a donné des contrats avec nos partenaires économiques, qui est souvent la ville, la SADC, l'espace d'accélération de croissance, pour dynamiser ces 3 volets-là, puis pouvoir éventuellement développer davantage. Tu mentionnais que la revitalisation du centre-ville, c'est nouveau. Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi avoir choisi d'aller vers ça aussi? Bien, c'est parce qu'on regarde les enjeux sur le territoire. Tu sais, il y a un autre enjeu, je vais faire une petite parenthèse. Quand il y a eu la fermeture de Résolu, mais on était sur la table avec la Chambre de commerce, la SADC et la Ville pour trouver des opportunités de relance. Fait que, ben, le centre-ville, comme partout au Québec, on se retrouve qu'il y a des locales qui sont vides, puis comment on pourrait faire pour redynamiser tout ça. Fait on participe sur une table. Présentement, on vient de finir une série de consultations. Il y a eu 3 soirées de consultation avec des gens du milieu, avec des entrepreneurs, avec des agents de développement économique, bien, pour voir c'était quoi les opportunités qu'on avait sur le territoire, c'était quoi les enjeux qu'il y a aussi sur le territoire, pour après ça se donner une vision d'ensemble, puis avoir des objectifs spécifiques sur lesquels on pourrait travailler. Présentement, il y a des enveloppes qui sont faites au niveau de la ville, que des partenaires de développement économique. Bien, des fois, c'est voir comment on pourrait travailler avec ces enveloppes-là pour maximiser la mise. Avec ça, ben, s'il y a des approches, on va donner comme exemple, parce que souvent, c'est des exemples qui reviennent, mais mettons qu'on voudrait un commerce X. Ben, les efforts vont être mis pour attirer ou solliciter des entreprises dans ce domaine-là. Tout au niveau de l'urbanisme. Voir, y a-t-il des possibilités qu'on peut faire pour centraliser, mettons, le noyau, puis après ça, ben, d'éclater vers les côtés. Fait que c'est tout ça que les firmes, présentement, on travaille avec Fondation Rue Principale. Eux, ils ont travaillé à travers le Québec, puis ils ont fait des relances à travers le Québec. Fait que d'avoir un œil extérieur à tout ça, mais nous autres, ça va nous aider dans nos prises de décision. Puis, dans le fond, il y a beaucoup de locaux qui sont disponibles au centre-ville. Ça pourrait être dû à quoi? C'est une conjoncture. Il y a plusieurs trucs pour expliquer. C'est sûr que, oui, il y a eu les travaux de la première avenue, mais c'est pas rien qu'à Amos. C'est à travers le Québec, puis même à travers le monde. Le monde du commerce de détail est en mutation. Je pense qu'on va en avoir encore pour 10 ans. C'est un processus. Alors, c'est toute la chaîne de distribution qui est à considérer avec la distance. Toute la pénurie de main-d'œuvre aussi qui est à considérer. Oui, le coût de locaux, c'est à considérer. Puis, tout le développement au niveau technologique. Pour ce faire, on a fait un fonds dans la dernière année, puis une partie de l'autre année d'avant. Il y avait le fonds e-transition. C'est un fonds de 136 000 $ qui aidait les entreprises, autant de services que de détail, de pouvoir se mettre en ligne. Fait que le commerce en ligne a chamboulé le monde du commerce de détail. Fait que là, c'est de voir, ben, c'est quoi les opportunités qu'il y a à faire avec ça. Puis sont où les trous de service, puis l'analyse. Fait que c'est partout pareil. Le taux de vacances, il est sensiblement le même qu'à travers le reste du Québec. Fait que là, c'est de voir comment on peut enligner tout ça. T'sais, on a la majorité des locaux ici en ville à Amos, c'est du 1500 pieds carrés. En mètres, je ne sais pas.
c'est sûr qu'il n'y aura pas des grosses bannières qui vont venir s'installer dans les locaux comme ça. Puis, c'est une tendance qui est quand même lourde au niveau des centres-villes. Souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est des commerces de niche. On le voit, Écolovrac est un bel exemple avec des entrepreneurs exceptionnels qui sont allés jouer dans une talle qui était à part. Les gens, les besoins, présentement, les gens, ils ont soif de découverte. Ils ont soif de découverte, puis ils ont soif d'expérience. Fait qu'il faut amener des choses qui vont être nouvelles, avec une expérience nouvelle, puis ça va attirer des gens. Avec ça, ben, comment qu'on fait pour soutenir les entrepreneurs dans cette partie-là? Ben, c'est là que la table de travail, de concertation qui est en place, ben, va servir. Puis il y a aussi le projet Plonge Vie tes passions qui, lui, vise à donner le goût à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien, le projet Plonge tes passions, ça fait longtemps qu'il est supporté par le CLD. Bien, le but, c'est de réveiller la fibre entrepreneuriale chez les jeunes. Parce qu'on voit aussi, tantôt, pour faire un parallèle avec le commerce de détail, ça prend de la relève. Tu sais, les gens, présentement, souvent ceux qui sont en affaires, bien, eux sont plus en mode consolidation. Tu sais, ils sont en mi-cinquantaine, proche soixantaine. La relève, c'est pas facile. Souvent, les enfants, bien, ils sont partis ailleurs ou dans d'autres domaines, puis ils ne veulent pas nécessairement reprendre l'entreprise. Puis, rendus dans leur stade, comme investisseurs, entrepreneurs, mais ils ne sont pas en mode d'investissement. Fait que là, il faut préparer la relève, puis c'est ça que Plonge sert. Plonge, il y a différentes démarches qui sont faites. C'est que bien, des activités, des démarches, mais aussi des activités. Il y a des conférences qui sont faites dans les écoles par des entrepreneurs locaux qui expliquent bien, leur cheminement, par où ils sont passés, où sont les défis, mais où est-ce qu'ils trouvent leur compte. Fait que, il y a cette partie-là. Il y a tout le marché des jeunes entrepreneurs. C'est des projets qui est fait par des jeunes. Qu'une journée, bien, ils sont allés ici dernièrement, au début du mois de juin, au Place Centre-Ville. Ce soit pour vendre des biscuits ou vendre des produits qu'ils ont eux-mêmes fabriqués pour voir, ben, c'est quoi le commerce. Comment qu'on fait de la business. Fait que ça lui met un pied un peu dedans. C'est sûr qu'avec la pandémie, on n'a pas pu le faire, mais il y a toute la partie de simulation d'entreprise qui est vraiment très intéressant, qui plonge, c'est vraiment immersif au niveau des jeunes qui travaillent en équipe. Puis là, ils ont des décisions à prendre, puis c'est mis dans une machine qui va simuler les décisions. Fait qu'après ça, ben, tu opères autant la production que de la force de vente. La force de vente qui est la publicité, les vendeurs, tout le niveau du contrôle des coûts de production. Fait que c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Mais là, on essaye de vraiment cibler avec le post-pandémie là, les jeunes là, de fin secondaire, début cégep, pour essayer de les attirer, là, que ce soit moins vague, que ce soit plus concret. Là, c'est vraiment notre objectif qu'on s'est donné pour les 2 prochaines années. Moi, ce que j'ai remarqué de mon côté, c'est que les jeunes, souvent, ils ne savent pas vers où ils veulent s'en aller. Des fois, on peut se sentir un peu perdu avec toutes les options qui s'offrent à nous. Est-ce qu'il y a une façon d'aller chercher ces jeunes-là, par exemple, avec ce programme-là, puis de leur dire « Hey, tu pourrais devenir entrepreneur de ta propre entreprise un jour? » Oui, bien c'est pour ça les entrevues avec les entrepreneurs. Fait que ça leur permet de voir c'est quoi les possibilités, parce que les possibilités, bien, pense à n'importe quel domaine, mais il y a des opportunités d'affaires qui peuvent être faites. C'est pour ça qu'en discutant, en jasant avec des entrepreneurs locaux, où il y a une certaine proximité, c'est sûr que quand on regarde ça, mettons, c'est un conférencier, mettons un dragon qui passe à la télévision, ça peut être intimidant, mais c'est intimidant pour les jeunes, mais d'avoir un entrepreneur local qui vient parler de son entreprise, de toute sa démarche, bien, ça peut allumer la flamme. C'est pour ça que la simulation vient aussi. Puis, tu sais, de pouvoir participer avec le salon, tu sais, de produire, de préparer un genre de plan d'affaires, puis d'avoir des certains résultats avec la vente, mais ça peut éveiller. C'est sûr qu'il y a un défi. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait faire des stages dans l'entreprise? Tu sais, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait, mais on pourrait voir avec le centre de services scolaires, là, voir c'est quoi les opportunités qu'il y a, ou avoir
des études, tous des sondages pourraient être faits auprès des jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient toucher. Ça, c'est à développer. On a quelqu'un qui est attitré juste à ce projet-là, présentement, qui est Marie-France Petit, au niveau du MRAR, qui s'occupe de la démarche Plonge JT Passion. Donc, des beaux projets qui vont peut-être s'en venir. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir, puis on lance l'appel à tous ceux qui ont un désir de se partir en affaires, de contacter le Centre local de développement Abitibi. On est là pour ça. Il y a des gens qui viennent nous voir, ils prennent des 3 renseignements, ils nous appellent une fois, ils ont les renseignements qu'ils veulent. Il y en a d'autres qui ont fait de l'accompagnement plus longtemps. Mais nos portes sont ouvertes à développer et à financer tout genre de projet. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci. Sinon, belle nouvelle pour Richard Kistabiche, qui est bien connu ici dans la communauté amossoise, avec Picogan à proximité aussi, qui a été nommé président du conseil d'administration pour la Commission canadienne de l'UNESCO. C'est pas rien. Monsieur Kistabiche qui s'implique, entre autres, au niveau de Minwashin, qui est un organisme culturel sans but lucratif qui a pour but de soutenir, développer, célébrer les arts, la langue, la culture autochtone. Donc, chapeau, Monsieur Kistabiche, pour ce nouveau poste qu'il va pouvoir représenter. Et ce que disait, entre autres, Minwashin, c'est que c'est la première fois que c'est un représentant venant d'une des nations autochtones qui obtient ce poste-là. Donc, un gros félicitations à M. Kistabiche pour cette belle nomination. Et là, ça m'amène à toutes les activités qu'il y a en fin de semaine. Il dit, il y en a une longue liste. Tu iras faire un tour du côté du Powwow, si je ne me trompe pas, toi. Oui. Effectivement, je vais faire un tour au Powwow. On va pouvoir profiter du beau temps qui s'en vient pas vraiment. Mais par contre, ça va être ma première fois que je vais au Powwow, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Beaucoup d'activités culturelles, évidemment. Toujours une belle expérience de voir l'ensemble des danseurs, les drummers traditionnels, de voir, il y a de l'artisanat aussi qui est présenté sur place. Il y a même certains kiosques et, à ce qu'on m'a dit, il y a eu une espèce de polémique autour de ça. Là. Il y a des kiosques qui vont servir de la viande sauvage, entre autres de l'orignal et du poisson. Là. Mais il y a plein de trucs à découvrir dans cet endroit-là. Et les habits traditionnels aussi qui sont faits à la main des danseurs. Porter une attention particulière à tous les détails qui se retrouvent à l'intérieur de ça. Si jamais vous y allez, sachez qu'il y a des règles à respecter dans un powwow. Entre autres, vous ne pouvez pas prendre des photos quand vous voulez. Photos et vidéos, vous avez à écouter l'annonceur. Il y a toujours un annonceur maison sur place qui va vous le dire quand c'est le moment de prendre des photos et des vidéos. C'est tout simplement par respect de la culture que l'on ne peut pas prendre de photos dans certains moments bien précis dans les différentes cérémonies. Donc, je vous le dis à la maison, si jamais vous allez faire un tour de ce côté-là. Une autre... Oh, pardon, je t'ai coupé. Oui, vas-y. Mais une autre chose importante à retenir, c'est qu'on ne dit pas des costumes, mais bien des habits traditionnels, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ce ne sont pas des déguisements, on s'entend, c'est vraiment des habits qui sont portés par les Autochtones. Exactement. Sinon, en fin de semaine, il se passe aussi plein d'affaires. Il y a le salon Kingsman du côté de Val-d'Or. Francis, notre collègue, va aller faire un petit tour de ce côté-là. C'est l'espèce de fin de semaine d'adieu de la mine du côté de Matagami. Il y a des gros spectacles de ce côté-là qui sont présentés en collaboration avec Ossisco en Lumière. Donc, ça va être une espèce de gros party du côté de Matagami en fin de semaine. Il y a le chef du Bloc québécois aussi, Yves-François Blanchette, qui sera de passage en région. Je l'ai en entrevue demain matin. Donc, on pourra vous présenter ça sur les plateformes de Médiaté. Et il y a le rodéo aussi du côté de Lassar. Donc, si vous cherchez de quoi faire en fin de semaine, il n'y en manque pas des trucs à faire. Je pense qu'on va pouvoir avoir du stock à faire. Moi, malheureusement, je ne pourrai pas me présenter dans ces événements puisque je suis encore à éviter les événements publics pour les prochains jours. Mais j'aurais aimé ça, mais je manque une belle fin de semaine. Sur une note un peu moins positive, on a eu des nouvelles à propos de Rouyn-Noranda de la fonderie Horn. Oui, je ne l'avais pas dans mes documents, mais je te laisse y aller. OK. Donc, en fait, il y a le docteur Stéphane Trépanier, qui est le directeur intérimaire de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a un long titre, qui a souligné que presque 98% de tout l'arsenic au Canada provient de la fonderie Horn. Donc, on a le CISAT qui a décidé de mettre son pied à terre puis de dire qu'il fallait faire des actions concrètes et rapides pour protéger la santé des citoyens de Rouyn-Noranda.
Alors voilà, un dossier qui continue de faire couler de l'encre et qui continuera dans les prochaines semaines à en faire couler. Lydia, je te souhaite une bonne semaine de vacances. Parce que tu tombes en vacances à partir de là. Je te donne un coup de pied, puis on te sort du studio, puis on t'envoie profiter du beau temps. Qu'il n'y a pas en ce moment. Mais... C'est ça, du beau temps. Et pour les auditeurs, je pense qu'on vous retrouvera à une prochaine fois. Là.